Petit tour d'horizon des risques financiers sur 2015. Je ne peux aborder cette question sans rappeler le contexte général, celui des taux historiquement bas et de prix des actifs qui ont repris des couleurs depuis le séisme de 2008. Avec, pour les marchés d'actions, un gradué qui part de l'Europe, convalescente, encore plombée par le Sud, la France, comme souvent reflet de cette moyenne, l'Allemagne et le Royaume-Uni qui plafonnent sur leur niveau d'avant-crise, et les États-Unis dont la tendance reste ascendante en dépit de la secousse de début d'année. Derrière ces tendances, il y a la puissance des interventions des banques centrales. Tout repose sur un artifice, celui de taux maintenus à des niveaux artificiellement bas. Sans cette injection massive, nous n'en serions pas là. Or, ces interventions et leur impact sont limités, surtout lorsque le plancher des taux zéro n'est pas loin. Et pour que tout cela ne retombe pas comme un soufflet, il faudra donc que les fondamentaux se mettent en ligne avec ce qu'a produit l'artifice. Les États-Unis n'en sont pas loin. Ils renouent aujourd'hui avec des rythmes de croissance potentielle d'avant-crise et leur PER, c'est-à-dire le multiple qui rapporte les cours boursiers au profit, est à des niveaux qui leur permettent d'envisager assez sereinement une normalisation des taux d'intérêt. On ne peut malheureusement pas dire la même chose de l'Europe continentale et du Japon. Les deux zones restent très vulnérables à un scénario de hausse des taux d'intérêt et ont un besoin vital de l'intervention massive de leurs banques centrales pour découpler l'évolution de leurs taux de ceux des États-Unis. Or, premièrement, pour des raisons techniques sur lesquelles je ne reviens pas ici, Mario Draghi va avoir beaucoup de mal à injecter les 1000 milliards promis. Deuxièmement, la déflation sape la profitabilité des deux régions. Sur ces deux plans, le pari n'est pas gagné. Le risque d'instabilité serait majeur cependant si la profitabilité de l'Europe et du Japon n'était pas sauvée in extremis par la double bouffée d'oxygène de la dépréciation du change et de la baisse du prix des matières premières. Dans ce contexte, l'Europe et le Japon ne sont pas prêts encore d'entamer un rattrapage du prix de leurs actifs sur les États-Unis, mais ils évitent au moins le séisme qu'aurait pu provoquer une remontée des rendements US. Il y a ensuite le traitement du cas grec. Et dans son prolongement aussi, toute la question des dettes du Sud. Le dogmatisme n'a pas, à l'évidence, fini de faire des dégâts en Europe. Or, il est clair aujourd'hui que si les pays européens ne s'accordent pas sur un plan de restructuration ordonné, indépendamment des choix électoraux de ces pays, et ne profitent pas de la faiblesse historique des taux pour financer les pertes, la crédibilité de l'euro, restaurée à grand-peine depuis 2011, peut voler en éclats du jour au lendemain. Ce risque ne peut être malheureusement éliminé, même si l'on peut espérer que la surréaction des marchés aux déclarations maladroites des institutionnels allemands ait calmé le jeu. Il reste enfin l'épée de Damoclès des pays émergents. Le désengagement financier a commencé. En Chine, par exemple, la balance des capitaux a basculé dans le rouge à partir de la mi-2014. Les réserves de change, après avoir atteint un record début 2014, ont légèrement reflué en fin d'année en dépit d'un important excédent des paiements. Rien d'alarmant encore, mais on sait que les changements de régime de croissance s'opèrent rarement sans désordre financier. Ce qui était soutenable ne l'est plus lorsque les anticipations basculent. Et c'est bien là que se situe le principal point de vulnérabilité de la finance internationale aujourd'hui.